Il est temps, puisque nous entrons maintenant dans le vif du sujet, pour une certaine catégorie de citoyens, d'entrer dans l'histoire étonnante du bac. Nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience ? Le désir est-il par nature illimité ? Travailler moins ? Est-ce vivre mieux ? Peut-on se soustraire au temps ? Alors, l'histoire du bac, si le terme de baccalauréat existe depuis la fin du Moyen-Âge, on en trouve concrètes traces dès le XIIIe siècle avec l'apparition de l'Université de Paris. Il était à l'époque synonyme de la maîtrise des arts, un grade qui sanctionnait avant 1789 les études dispensées dans les facultés associant sciences et humanités. Son étymologie, bacca avec 2 C, lauréat, signifie en latin médiéval la baie de laurier, remise aux vainqueurs des concours et des exploits sportifs. Appelé determinante vers la fin du XIVe siècle, cela restera le grade qui sanctionne la première partie des études universitaires. Spécificité bien française, le bac marque une charnière qui consacre l'aboutissement des études secondaires vers une condition nécessaire pour entamer des études supérieures. Il est donc conçu comme le premier grade universitaire. Ainsi, ces dispositions ne sont-elles pas sans ambiguïté dès l'officialisation du statut de cet examen par notre cher Napo dès le 17 mars 1808, car avant le XVIIIe siècle, le bac est alors conféré dans seulement 4 facultés, les arts, la médecine, le droit et la théologie. Le diplômé, il ne s'agit bien sûr à cette époque-là, et on le verra beaucoup plus tard, que de garçons, peut ensuite préparer la licence afin d'obtenir le droit d'enseigner. Licentia doncendi, permission d'enseigner. En tant que bachelier, l'élève pourra donc alors assister un professeur pour l'enseignement des cours. Après la Révolution française, qui supprime les universités, le bac fut réorganisé par Napoléon en 1808 pour 5 disciplines, sciences, lettres, droit, médecine, théologie, avec 2 autres grades, la licence et le doctorat. Le bac devient alors un grade d'État. Si on en était resté à la méthode Bonaparte, tu pourrais être ministre avec ton bac sans passer par l'ENA. Lorsque l'empereur crée en 1806 l'université impériale, il la considère comme une corporation enseignante et non comme un établissement supérieur et lui donne le monopole exclusif de l'enseignement public dans l'Empire. En 1809, 2 bacs seront créés, correspondant aux facultés de lettres et de sciences. Pour être admis à subir entre guillemets l'examen, les candidats devront produire un certificat attestant une assiduité d'au moins 2 années, soit dans un lycée, soit dans une école, là où le double enseignement rhétorique-philosophie est autorisé par l'université impériale. J'espère que vous suivez. Il est donc prévu que 2 sessions soient ouvertes chaque année, la première dans la dernière quinzaine de décembre, puis dans les 15 jours qui précèdent l'ouverture des cours des facultés. Les jurys devant être composés de 3 examinateurs, dont 2 au moins seront membres de la fac de lettres. L'examen est oral et public, la délibération est immédiate, suivie dans la foulée de la proclamation des résultats. Alors la première session du bac napoléonien a lieu en 1809. 32 diplômes seront alors délivrés. La barre des 1000 diplômés sera franchie en 1811, mais rapidement des critiques apparaissent contre le monopole de l'université impériale à délivrer ce premier grade universitaire, notamment de la part des institutions privées qui soupçonnent les examinateurs, et c'est pas faux, de partialité à l'égard de leurs propres élèves. Le fait est que les facultés étant peu nombreuses à cette époque dans certaines villes, des commissions d'examen sont constituées de profs de lycée. Ces critiques conduiront à adopter de nouvelles modalités d'examen. Ainsi, en 1840, apparaissent les mentions « très bien »,« bien » et « assez bien ». L'écrit est institué 10 ans plus tôt. Il prend la forme durable d'une version latine, immédiatement corrigée. L'oral comprend, lui, l'explication de textes français, latins et grecs et une interro sur les autres matières par le biais de 500 questions différentes, donnant lieu à un tirage au sort.
Aux alentours de 1850, les critiques s'accroissent et dénoncent en particulier le système de la liste de ces questions qui tend à réduire l'examen à un exercice banal de mémoire, qui favorise le règne du memento et des fameuses et prochaines boîtes à bac. Une série de réformes va tendre à relever le niveau de l'examen en limitant notamment le nombre de questions favorables à ce qu'on appelle le par cœur, en créant des épreuves où le candidat devra faire preuve de réflexion, ce qui n'est pas un mal. Dans la seconde moitié du 19e, le nombre de ces candidats va augmenter légèrement tout en continuant de correspondre à une mince élite. Moins de 4500 seront reçus en 1850, à peine plus de 6000 10 ans plus tard, et tout juste 7000 candidats bacheliers en 1914. L'essor, quoique limité, commencera entre les deux guerres, avec 27 000 bacheliers en 1939, moins de 3% d'une classe d'âge, d'où, il est vrai, les filles sont toujours presque exclues. L'explosion, entre guillemets, aura lieu dans les années 60 avec 40% de bachelières. Longtemps, il est vrai, les filles ont été tenues à l'écart d'un enseignement secondaire public. Seules les institutions privées les accueillaient jusqu'à la création en 1880 des lycées de filles. De même, leur accès au bac est une conquête extrêmement ardue car rendue impossible par le décret de 1808 qui ne prévoyait pas tout simplement qu'elles puissent s'y présenter. Pourtant, aucune ne tentera l'épreuve car elles n'y songent même pas. Mais les préjugés sont durs, surtout les préjugés d'État qui ont encore la dent aussi dure. Car depuis la loi Guizot, promulguée en 1833, l'école est obligatoire certes, mais seulement pour les garçons. Eh bien oui, à cette époque-ci, pourquoi les femmes auraient-elles besoin de s'instruire ? Alors si on continue le cheminement de l'histoire du bac qui est assez compliqué, il faudra patienter jusqu'en 1861 pour que la première bachelière ose se présenter à l'examen ès-lettres et de surcroît l'enlever haut la main. Enfin, presque. Elle a 6 avis négatifs sur 5 profs. C'est assez étonnant. Enfin, cette jeune fille, ou plutôt cette femme, grâce notamment à l'appui assez avéré de l'impératrice Eugénie, qui est bien sûr la femme de Napoléon III, qui va lui obtenir une dérogation spéciale, c'est cette Julie Victoire d'Aubier, qui est âgée alors de 37 ans, qui décroche ce bac. Alors pour Julie, le fait d'avoir ce diplôme, c'est un double objectif. C'est d'abord nier l'infériorité naturelle des femmes et leur permettre d'accéder aux mêmes postes et salaires que les garçons et les hommes. Ainsi, en 1871, elle fondera l'Association pour l'émancipation progressive de la femme. Elle est donc la première féministe diplômée de l'histoire de France. Et pourtant, jusqu'au début des années 20, l'examen est toujours réservé aux garçons. Les filles pouvant toutefois s'y présenter avec l'autorisation du gouvernement. De fait, les réformateurs provoqueront une rupture en s'intéressant enfin à cette clientèle féminine jusqu'à-là négligée par l'État, car confiée aux institutions en majorité religieuses, et on le sait, à cette période et celles qui viendront juste après, la religion et l'État ne font pas bon ménage. Enfin, le nouveau réseau va se développer progressivement, passant de 160 lycées et collèges de filles en 1887 à 172 en 1939. Hurrah ! Ne soyons pas toutefois ni pudiques, nous les hommes ni aveugles, cette progression étant de 12 collèges féminins de plus ouverts au bac en 52 ans. Il faudra patienter jusqu'en 1925 pour qu'un certain Léon Bérard unifie les études aux filles et aux garçons et que soit créé enfin un bac unique. Mais on n'y est toujours pas. Nos jeunes filles à cette époque doivent encore obtenir une autorisation spéciale du ministre de l'Instruction publique et les tentatives en vue de faire reconnaître le diplôme de fin d'études féminines comme équivalent du bac des garçons sont presque toutes vouées à l'échec, et ce jusqu'au début des années 30. Dans les années 60, les belles années pour les étudiants, 5 sessions seront définies. La section A, orientée vers les études littéraires, linguistiques et philosophiques, comportant une option art. La section B, orientée vers l'histoire géo, les sciences politiques, l'économie et les sciences sociales. La section C, orientée vers les maths, géométrie et algèbre. La section D,
orientée vers la physique, chimie, biologie et la géologie. Enfin, il y aura une nouvelle création, la section T, qui associe à un enseignement scientifique, un enseignement dit technique industriel. Alors pendant près d'un siècle, à peine 3% d'une classe d'âge aura le bac. Le moment d'accélération, si je puis dire, c'est les 60s, d'avant mai 68. 2 autres bacs ont été créés entre 70 et 80, le bac techno et le bac pro. On rappelle enfin, comme disait le poète dont j'ai oublié le nom, le bac est un bagage qui devient important si l'on sait où le poser. Enfin, petit clin d'œil, comme ceux du reste qui n'ont toujours pas eu le bac et qui ont bien réussi dans leur vie sans cet examen, Romain Gary, Raymond DeVos, Aznavour, qui a si bien chanté la rue du Bac, Delon, Jean-Paul Gaultier, Jeanne Moreau, Françoise Giroud, Christophe Mahé, Vanessa Paradis, Fabrice Lucchini, Drucker, Denisot, Foucault, Zidane, Souchon, Jean-Louis Debray et Marc Lavoine. Allez, à tous, bon courage! Radio